À ceux qui s'égarent entre chagrin d'amour, haine de soi et désir de littérature, je ne saurais trop prescrire un pèlerinage dont les vertus ne se démentent jamais. Il suffit, je l'affirme, de se rendre par le corps ou l'esprit sur la petite route qui, à travers une quintessence d'Italie, serpente de Florence jusqu'à Volterra. Il suffit, là, parmi les ruines étrusques et les cyprès, de songer que le 3 juin 1819, un homme qui s'appelait encore Henri Bell en inaugura le charme sinueux, sans se douter qu'il y glanerait quelques informations d'importance pour tous les damnés qui se consument en vain sur l'autel du sentiment. Ce pèlerinage, j'en ai besoin dès que le ciel s'assombrit, dès que l'effroi de n'être plus aimé se mêle à la nostalgie d'une existence qui aurait su conjurer cette souffrance-là. Sur cette route de Toscane, on ne rencontre que des guérisons provisoires qui soulagent, pourtant. Elles n'auront, en tout cas, épargné la démence stérile, la mélancolie et le mécontentement de n'être que moi dans ces parages arides menacés avec obstination. Ce 3 juin 1819, donc, Henri Bell, après une mauvaise nuit, décide d'en finir avec un tourment qui depuis 18 mois l'empêche de respirer. Lui, l'athée de la passion qui se croyait fait pour aimer accru et enseigné, s'était pris à en perdre le jugement d'une femme dont il ne reçoit en retour que de la coquetterie et une vague compassion. Puisque la calèche de Volterra est sur le départ, il s'y jette avec le corps de crapaud dans lequel il suffoque, avec quelques malles emplis de bibelots et de manuscrits inachevés. Il a 36 ans. Il n'a pas encore rencontré son pseudonyme définitif. La police autrichienne le surveille. Il n'a publié jusque-là que des ouvrages plagiés et médiocres. Dans la calèche, Bell rédige un testament, boit beaucoup de vin, comme les grenadiers avant une bataille, et il s'endort bientôt, en rêvant peut-être à la femme qu'il veut retrouver. Cette femme, c'est Mathilde Dombrowski, une Italienne des Viscontini qui depuis 18 mois se divertit à ses dépens. Il tente de la séduire, elle se laisse faire, puis se moque. Elle l'attire, l'observe à travers la dentelle de son éventail, puis le repousse en médisant sur la gaucherie de ce Français qui n'hésite pas à pleurer lorsqu'il parle de Byron ou de Rossini. Mais Mathilde, dont les défauts adorables procurent à Bell d'horribles nuits, passe l'été à Volterra seul, et l'amoureux estime que son heure est enfin venue. Il faut vaincre sa peur, il faut improviser une issue romanesque à sa situation. Dans la calèche, un peu ivre, il prépare son assaut. De toutes les énigmes qui jusqu'à ce jour ont fait l'ordinaire de sa vie, aucune n'est parvenue à l'intriguer davantage que celle-ci. Pourquoi un jour est-on aimé et pourquoi un jour ne l'est-on plus? Il y a là pour Bell un amas sans pareil de bizarreries et d'opacité. C'est là le vrai commencement d'un univers fluide où rien ne s'établit que par caprice, où les principes valent moins que les détails, où l'essentiel lui-même s'en remet aux circonstances pour décider d'un frémissement, d'une bouderie, de l'avenir d'une émotion. Certes, Bell aurait pu, en polytechnicien, n'affecter sa curiosité qu'à la naissance des étoiles, à la politique, à l'infini de la matière ou à l'éventuelle immortalité de l'âme. Mais il n'a pas l'esprit fait pour cette sorte de réflexion. Et ceux qui le fréquentent à cette époque savent bien qu'il ne se réserve désormais que pour la seule affaire des sentiments. Sa vie,
un amoncellement d'ébauches, des espérances réduites à mesure, la conviction tenace de sa propre insuffisance. Depuis longtemps, il diffère son avenir, et il s'en va dans le monde, c'est parce qu'il y est plus facile d'être seul. Il envisage de devenir un grand écrivain? Sans doute. Mais il lui manque quelque chose d'impérieux à proclamer. La Restauration, ce gouvernement de père, l'a oublié dans de lointaines provinces. Il adoucit son exil avec de la musique ou en taillant ses plumes d'oie à la terrasse des cafés. Lorsqu'il est trop triste, il rédige encore un testament et se demande même s'il ne devrait pas profiter de son désespoir pour assassiner un ou deux Bonaparte. Un ou deux Bourbons, plutôt. Déjà, ses rêves d'adolescent se sont un peu effacés. C'est un ambitieux d'emprunt, un arrogant capable de bonté. C'est, pense-t-on, le genre d'homme qui interrompt sa conversation avec un ministre car il a entendu par la fenêtre le son d'un clocher. On le sent disponible et retenu. Il tombe souvent de cheval, il tire mal au pistolet, ses amis eux-mêmes ne savent pas ce qu'il veut. Il ne faut jamais courtiser une femme dont on est furieusement épris. Qu'un amoureux contrevienne à ce principe et l'inquiétude amie de la défaite lui est promise. Courtiser celle que l'on aime, c'est prendre le risque de paraître tel que l'on est sous son regard, alors que tous les trafics de la séduction se fondent sur l'exigence inverse. Henri Bell sait cela depuis qu'il observe les manèges humains. Il sait aussi que le principe de l'amour français est de s'attacher à ce qui montre de l'indifférence, de suivre ce qui s'éloigne, et que l'on s'expose toujours en vain. Mais ce jour-là, il se persuade curieusement que les lois de la nature le concernent moins qu'à l'ordinaire, qu'il lui sera possible, pour une fois, de se montrer sans masque et de l'emporter aussitôt, de séduire précisément par l'émotion qu'il ressent plus encore que par l'effet d'une composition. Il imagine, comme au temps de son enfance, un univers réconcilié où l'art d'aimer serait simple et tout d'exécution. Soudain, il se ravise. Pour s'en remettre à son apparence, il convient d'abord d'être en bon terme avec la part de vérité qu'elle suggère. Et comment pourrait-il, lui qui n'aspire qu'à la beauté, s'accorder avec son visage si épais, avec le regard si torve que lui a légué un père haï, avec cette sueur qui l'inonde dès qu'il entre dans un salon où s'agitent des femmes qui l'intriguent par leur passé et des hommes qui l'impressionnent par leur avenir. Oui, il se ravise. Il va, avant d'arriver à Volterra, se dissimuler un peu. Dans l'une de ses malles, il a des lunettes vertes qu'il avait achetées quelques semaines plus tôt à un colporteur milanais. Ces lunettes, dont il s'affuble par jeu, lui permettront au moins de ne pas être reconnu tout de suite. Il pourra en embuscade guetter l'ennemi, observer sans être vu, comme autrefois, lorsqu'il suivait par le trou d'une serrure et grâce à la servante qu'il payait les ébats d'une maîtresse infidèle. Avec ses lunettes vertes, Bell se déguise donc un peu. Les dieux eux-mêmes, lorsqu'ils sont amoureux, ne prennent-ils pas l'aspect d'un pan, d'une pluie, d'un cygne? Et l'essentiel, quand on veut captiver, ne tient-il pas un bon compromis entre la nature et l'illusion? Dans ce domaine, l'art, les religions, les passions obéissent à des conventions identiques. Elles établissent toutes que l'absolu n'est accessible que de bien, dans le trouble. Et les écrivains romantiques sont à plaindre, se dit-il, qui ne jurent dans leurs fables que par la transparence immédiate et réciproque des âmes. En chemin, Henri Bell se souvient de son allure
depuis 18 mois lorsqu'il paraît devant Métilde. Il se sait ennuyeux, soufflé, lourd. Autant son esprit va vite lorsqu'il est seul, lorsqu'il esquisse le chapitre d'un roman, autant il est maladroit et lent avec elle. Un jour, il a voulu ramasser un châle qui avait glissé de ses épaules, mais il le piétinait déjà sans s'en apercevoir et le châle s'est déchiré. Le plus souvent, sa langue pâteuse, au lieu de broder quelques paradoxes sur la politique, sur les sentiments, il lasse tout le monde en faisant l'amateur de peinture, en récitant les articles qu'il vient d'adresser à l'Hindenburg Review. Dans le salon de Métilde, Belde n'est pas à la hauteur. Ses gestes, qui ne s'achèvent jamais, laissent deviner un amant lamentable aux femmes rêveuses qui sont là et se rafraîchissent avec des éventails ou du punch glacé. À minuit, Métilde sonne, elle sonne à la quai pour qu'on le raccompagne. Qu'on raccompagne, c'est indésirable, mais de ces humiliations, Belle s'arrange à sa façon. Il a même la courtoisie ou la lâcheté de ne rien remarquer. L'esquisse d'un sourire, la promesse d'une soirée à la Scala, le retient-elle un soir plus longtemps que les autres invités? Il se croit presque l'élu. Il ne lui manque, pense-t-il, que la gloire ou la fortune qui, aux yeux des femmes, transfigure la moindre disgrâce. Mais la gloire est en retard dans sa vie de demi-solde. Alors, l'écriture, les romans, il y songe, mais écrire prend du temps. Il lui faut séduire Métilde sur le champ. La nuit, dans sa chambre, il rédige des lettres fougueuses qu'il n'osera jamais le lendemain remettre à celle qui, une fois pour toutes, cristallise sa première passion. Et il s'en veut d'avoir découvert auprès de Métilde de la douceur d'être blessé. En 1819, Henri Belle résonne encore comme un sous-lieutenant de Bonaparte. Et partout, il voit des places fortes à conquérir par le courage ou la ruse. Une offensive étincelante, un siège interminable, ce sera, depuis que la carte de l'Empire n'est plus qu'une carte du tendre, selon le cœur qui se présente. Avant Métilde, les places fortes s'appelaient Virginie, Mina, Mélanie, Angela, Giulia. Et chaque fois, il était parvenu par pur divertissement à recycler sa science militaire. Trahison, alliance passagère, espion, fausse paix, artifice et leurre de tout genre. En campagne, lorsqu'il se sentait désœuvré, il s'attardait souvent dans la salle du chiffre, là où tout se code et se décode. Il n'y a de victoire, selon Belle, qui ne soit précédée et autorisée par une obsession des messages et des signes. Rien n'a changé depuis Waterloo, même si l'ennemi n'est plus cosaque ou dragon, et même si on ne l'affronte désormais que sous des lambris où chacun doit danser le menuet. Les sentiments y sont, comme les autres péripéties humaines, soumis à des codes dont tout dépend. Et l'amour lui-même relève de la guerre, puisqu'il n'est, pour l'essentiel, que le plus énigmatique des messages secrets. Avant de l'emporter sur des rivaux plus sveltes ou meilleurs cavaliers, Belle, qui a encore 10 fois par jour la faiblesse de vouloir plaire, a donc entrepris de bâtir une théorie rigoureuse des mouvements du cœur. Il chiffre ses émois à chaud sur ses bretelles, sur sa ceinture, sur ses poignets. Il tient un registre serré de toutes les vibrations qui font la politique des amoureux. Fatigue, taux de vanité, rythme des reparties, nombre de fois où elle a ri, bouffée de timidité, aveu, quantité de mensonges nécessaires. Son programme sans cesse trahi pour survivre en ce monde, il faut subjuguer les sentiments. Quand il est seul, Belle a le sang-froid d'un lecteur de Laclos.
Mais il le perd dès qu'advient en lui cet acte de folie qui commence l'amour et qui consiste à revêtir de toutes les perfections l'image de celle que l'on n'a pas pu s'empêcher d'aimer. Les écrivains qui tardent à écrire les romans qu'ils portent en eux et pour lesquels aucun don ne leur manque sont presque toujours des êtres qui n'ont pas encore eu besoin de prendre quelque revanche. Ce n'est pas le talent qui leur fait défaut, ni une muse, ni l'aptitude au labeur ou à la création, mais une ultime et décisive déception. Ils doivent encore vérifier que pour eux, une certaine forme de bonheur trop urgent se refuse à jamais. Ils doivent vérifier qu'il n'y a plus rien à attendre de ce côté-là de la vie. C'est pourquoi on les voit souvent se hâter vers une déconvenue sans pareille qui les affranchira enfin d'un reliquat d'illusion, qui les dispensera de s'attarder plus qu'il ne faut dans le décor, ou l'identité qui avait fait leur première existence. C'est dans cet état d'esprit, je crois, que Belle se hâtait dans sa calèche vers une Métilde qui ne l'attendait pas. S'il avait un vrai rendez-vous ce jour-là, c'était avec la douleur la plus extrême, avec la déroute la plus éclatante, celle à qui l'on peut demander « Qui suis-je donc à la fin ? Comment puis-je m'évader de moi-même ? Comment puis-je me réinventer ?» Dans son journal, à cette date, on peut lire « Si God veut bien, place à Meister Myself ». Mais il y a des circonstances comme celle-ci, on n'a plus le choix. Et en amour aussi, vient l'instant où il faut provoquer et se lasser de l'escarmouche. Belle n'ignore pas que bientôt il sera chauve et plutôt corpulent. Il doit réclamer en soldat son congé ou son bénéfice. Elle ne l'attend pas, elle ne lui a donné aucun signe, peu importe. C'est l'instant précis de sa vie où il a besoin de vérifier sa défaillance en certains combats, afin plus tard d'en reporter d'autres. Plus le temps d'acquiescer au compromis, plus le temps d'esquiver. Allons, vite, qu'on en finisse. Un peu avant la nuit. Il arrive donc dans les ruelles de Volterra. Il met ses lunettes vertes, il plaque ses favoris avec de l'eau d'une fontaine, il se mêle à la foule, le cœur battant, mais il ne savoure que brièvement son stratagème. En effet, au détour d'un jardin, trop vite, il tombe sur Métilde, qui le reconnaît aussitôt et s'étonne de le voir dans cet accoutrement. « Mais que faites-vous ici, monsieur Belle, et qui vous autorise à me compromettre de la sorte ? Faut-il être fou ou sot comme vous l'êtes pour n'avoir pas compris que vous ne me plaisiez guère et que j'avais choisi de vous tenir à la distance ?» Métilde est cruelle. Elle paraît enchantée de son avantage. Elle détruit en quelques répliques ce qu'il restait du pauvre Belle. Pendant un instant, il se dit que l'orage va passer, qu'ils vont s'expliquer, qu'il y a sûrement des mots quelque part dans l'agencement miraculeux saura convaincre. Il ne sait pas que ces mots n'appartiennent déjà plus à la même réalité que la vraie Métilde, que ces mots l'attendent ailleurs, dans un roman dont il pourra enfin contrôler l'intrigue. Jamais il ne s'est vu si misérable, et pourtant, jamais il n'a été si près de l'écrivain qu'il va devenir. Il est seul, impossible sans être fou d'aller plus loin dans la douleur. Il n'y a personne, sinon la mémoire, à qui confier cette sorte de chagrin. Métilde Dombrowski s'éloigne maintenant dans les rues de Volterra. Il y a une douceur impitoyable dans l'air de cette soirée d'Italie. Il est temps, pauvre Belle, d'empocher toute ta déception. Les livres ne sont qu'une longue lettre que l'on écrit un jour à un absent. Et dans la littérature qui m'importe, affleure toujours le souvenir d'une disparition.
Personne n'écrit un vrai livre tant qu'il ne sait pas à quel disparu il s'adresse. Dans les jours qui suivirent cette navrante équipée, Henri Bell se souvint d'un petit village allemand où il avait fait une halte après la défaite de la Grande Armée. Ce village portait un nom, Stendhal, qui lui parut charmant. Il l'emprunta à tout hasard pour se dissimuler encore, et il raconta dans un livre, qui cette fois lui vint sans effort et comme une musique légère, tout ce que Mathilde à Volterra n'avait pas voulu entendre. Ce livre, De l'amour, il commença de l'écrire sur un programme de la Scala, puis des cartes à jouer, puis sur des bouts de papier qu'il dispersait dans ses malles. Quand le manuscrit en fut achevé, il fut perdu pendant 2 ans, puis retrouvé. Publié, il n'eut aucun succès, et de tous ses échecs littéraires, ce fut le plus parfait. On en vendit tout de même quelques exemplaires. Le reste, à ce que l'on sait, fut cédé à un armateur de Marseille qui s'en servit comme lest pour l'un de ses navires. Stendhal n'en conçut aucune amertume. Il resta fidèle à son nouveau patronyme, qui, comme les lunettes vertes, lui avait après tout offert le luxe provisoire d'être un autre et d'usurper un surcroît de charme et de mouvement. C'est sous ce déguisement qu'il fit naître plus tard des héros lumineux et bénis par le sort. C'est sous ce nom qu'il écrivit en 53 jours et par défi à son ancienne stérilité le plus accompli de ses romans. Au fond, il se peut que Stendhal ait écrit De l'amour uniquement pour que Bell le fasse lire à Mathilde. Un livre comme une dernière ruse, pourquoi pas? Elle va le lire. Elle aura enfin la nostalgie de ce que je suis. Elle adorera, n'est-ce pas, que ma passion la flatte ainsi. Et avec tant d'art offert à sa vatinité, comment pourrait-elle ne pas consentir à m'aimer? Stendhal pourtant se prend au jeu. En écrivant, il cristallise non plus sur une Mathilde indifférente à son tourment, mais sur son livre lui-même. Et c'est à un style qu'il demande désormais de scintiller comme une aigrette de brillant. Bell reste l'amoureux, mais Stendhal devient le romancier. Il ne sait pas encore que l'amour pour lui n'aura été qu'une occasion. Qui sait d'ailleurs si ce sentiment n'aura jamais été mieux dévalué que par cet écrivain qui a la réputation de lui avoir consacré sa vie. Le 3 juin 1819, Stendhal a rencontré son nom et son destin en accueillant par amour un double deuil. Celui de l'individu, aussi inachevé que ses ouvrages d'alors qui lui interdisaient d'accéder à lui-même, celui d'une femme inaccessible qui, en se refusant, lui désigna le chemin de son salut. Parfois, je m'interroge sur ce qu'il serait advenu si Mathilde, ce jour-là, s'était montrée plus tendre. Et lorsque son chapeau de paille disparaît dans la foule de Volterra, il faut saisir toute l'harmonie promise à ceux qui, au bout du compte, s'affranchissent de leur volonté du bonheur.